Je reviens à Mme la députée de Marguerite-Diouville. Le bloc est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire une petite conclusion sur le premier bloc avant de traiter de violence conjugale. À mon avis, quand on a commencé, il y a un certain nombre d'années, à parler d'équité salariale, ça semblait un peu ésotérique pour bon nombre. Et finalement, c'est à partir de la volonté, la mobilisation, l'engagement, autant des parlementaires que de la société civile, qu'on en est arrivé à des résultats fort intéressants qui restent à continuer, bien sûr, dans bon nombre d'entreprises, mais qui témoignent de l'engagement des différents parlementaires concernés par la question de mener à bien ce dossier d'équité salariale. Maintenant, on en arrive, quand je regarde le plan d'action, j'ai été, je le disais tout à l'heure, très positive à l'égard de cette analyse différenciée selon les sexes, parce d'après moi, c'est une lunette par laquelle les différents projets de loi, programmes et autres doivent être vus si on veut tendre vers la diminution des écarts. Et je suis d'accord avec vous pour dire que c'est vrai que les ministères concernés par les projets de loi doivent se positionner là-dessus, mais en même temps, je considère qu'il y a un devoir de vigilance de la part de votre ministère, Madame la ministre, quant à faire en sorte de mettre une certaine pression pour qu'on regarde ces différents projets de loi par la lunette de l'analyse différenciée selon les sexes, et à ce moment-là, on évitera des écarts qui sont de plus en plus importants, d'autant plus que si je me réfère au document du Conseil du statut de la femme, Portrait des Québécoises en 8 ans d'édition de 2012, on voit les écarts salariaux quand même assez importants qui tournent autour de 70%, un peu moins quand on compare les statistiques fiscales des femmes et des hommes. Il y a là un rattrapage fort important. Et quand on considère le revenu, on se retrouve autour de 79-80%. Donc oui, vous le disiez tout à l'heure, il y a des pas importants, mais je pense que l'analyse différenciée selon les sexes est un moyen de le faire. Maintenant, j'en arrive à toute la question de la violence conjugale. Le ministère de la Sécurité publique a publié le 19 avril dernier les faits saillants pour 2010. Et ces faits saillants nous montrent qu'en termes de violence conjugale, c'est 19 000 infractions en 2010, dont 23% de toutes les infractions contre la personne qui ont été consignées durant l'année, donc c'est fort important. Une augmentation de 4,4% en 2010, et c'est une deuxième hausse consécutive pour ces infractions, dont le taux par 100 000 habitants a atteint 276 en 2010, et bien sûr qu'ils nous produisent des graphiques à l'appui de leurs données. Pour toutes les régions administratives du Québec, on a également enregistré une hausse du taux d'infraction par 100 000 habitants. Et les femmes sont encore les principales victimes. Et elles composent la majorité des victimes, quelle que soit la catégorie d'infraction, que l'on pense à des victimes de séquestration, 98%, d'agression sexuelle, 98%, de voies de fait de niveau 3, 95%, et ainsi de suite. Et quand on regarde au chapitre des enlèvements, le taux d'infraction vers les femmes, très supérieur à celui des hommes, particulièrement pour un groupe d'âge des 12 et 17 ans, ce qui est particulièrement alarmant à mon avis, et un groupe d'âge sur lequel on devrait bien sûr investir énormément. Près de 8 victimes d'homicide sur 10 sont les conjointes de l'auteur présumé. Avec un portrait comme celui-là que je résume à grands traits, le dépôt du plan d'action en violence conjugale est prévu pour l'automne prochain, je crois. Est-ce que, est-ce que vous me confirmez un peu cette période de dépôt? Et deuxièmement, est-ce qu'il y aura un budget en appui à l'application de ce plan d'action, puisqu'il y a des défis fort importants que nous devons relever comme société? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, je peux vous confirmer que le plan d'action est prévu pour l'automne 2012. Pour ce qui est des budgets, bien entendu, Monsieur le Président, je pense que la députée est parfaitement au courant qu'un ministre ne peut pas discuter des questions financières. C'est des questions qui relèvent du Conseil du Trésor et du ministre des Finances, mais c'est évident qu'il va y avoir des représentations qui vont être faites de la part de ma part dans ce dossier-là, mais pour le moment, je ne peux pas, ici, en commission parlementaire à l'étude des crédits, chiffrer le plan d'action.
Merci. Madame. Merci, Monsieur le Président. Si, Madame la ministre, vous annoncez le plan d'action pour le début de l'automne, est-ce qu'on doit être en mesure de prévoir que, compte tenu que dans le budget actuel, je ne pense pas qu'il y ait des provisions pour appuyer ce plan d'action-là, est-ce qu'il y aura un ajout budgétaire ou quels seront les moyens qui seront donnés et comment vous entendez, quelles sont vos priorités quant à débattre avec les gens du Conseil du Trésor pour être en mesure, dans le premier temps d'application de ce plan d'action-là, d'avoir, je dirais, facilement peut-être, d'avoir les moyens de nos ambitions, parce que les défis que j'ai listés tout à l'heure, à mon avis, sont incontournables, particulièrement pour les jeunes femmes et dans toutes les régions du Québec. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, comme dans tout plan d'action, c'est plusieurs ministères qui se mettent ensemble pour, évidemment, amener des actions. Puis, dans le cas de la violence conjugale, bien, ce sont des actions pour contrer la violence conjugale. Donc, plusieurs ministères sont interpellés, justice, sécurité publique, ministère de la condition féminine, santé, éducation. Donc, chaque ministère alimente le plan d'action. Souvent, ça peut être aussi, et bien souvent, c'est pris à même des crédits qui sont déjà là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crédit prévu pour la violence conjugale. Il y a des mesures déjà, on en a un plan d'action qui a des crédits. Et pour ce qui est des crédits supplémentaires, s'il y a des crédits supplémentaires qui sont accordés, bien sûr, c'est un sujet que le ministre responsable du plan d'action doit aller débattre en commission, pas en commission parlementaire, pardon, devant le Conseil du Trésor. Nous avons aussi l'intention, dans ce plan d'action, d'analyser des nouvelles réalités, des choses qui, dans l'actualité, nous ont fait vraiment donner froid dans le dos, l'actualité récente. Mais nous devons évidemment et comme vous l'avez d'ailleurs vous-même, Madame la députée, mentionné, vous avez dit le lancement d'un nouveau plan d'action quinquennal sur la violence conjugale est prévu pour l'automne prochain. Il s'agit d'une bonne initiative. Et je vous cite ici, mais je pense qu'avec les différentes formes de violence qui se multiplient et qui s'ajoutent, c'est important que ce plan d'action soit beaucoup plus large et qu'on traite de la violence faite aux femmes dans sa globalité. Vous parlez des nouvelles réalités comme les crimes d'honneur et bien sûr, tout le monde a en tête l'affaire Chafia. Même si la famille est en appel, on sait que la famille a été condamnée, le procès a été public. J'ai demandé à la présidente du Conseil du statut de la femme de faire en sorte que le Conseil se penche sur cette question-là. Je pense que c'est fondamental. On doit se pencher sur cette question-là. J'ai d'ailleurs été coprésidente l'année dernière de la rencontre fédérale provinciale des ministres de la condition féminine. Madame Ambrose et moi avons mis ce sujet-là à l'ordre du jour. Nous avons eu une chercheure de l'Université du Québec à Montréal qui est venue faire un long exposé sur cette question-là. Les ministres des autres provinces et Madame Ambrose et moi sommes convenus de vraiment mettre en place des actions pour se documenter, premièrement, mais aussi faire en sorte qu'on puisse vraiment être alerte par rapport à ces questions-là. Donc, pour résumer, il y a beaucoup de sujets, il y a des nouvelles réalités également, et nous devons regarder ces dossiers-là avec une perspective qui est celle de dire, sans montrer du doigt des organismes qui étaient là peut-être pour recueillir des témoignages, mais il faut que les organismes aient les outils aussi pour pouvoir détecter ces questions-là rapidement. Alors, je pense qu'on est vraiment très, très, très alerte et j'attends avec beaucoup d'impatience l'avis du Conseil du statut de la femme sur cette question-là. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. C'est bien sûr que ce plan d'action-là, il est très attendu. Il y a des besoins. Bien sûr qu'on veut aussi, comme je le disais tout à l'heure, avoir les moyens de nos ambitions. Et je pense que les groupes sur le terrain sont très avides aussi de connaître ce plan d'action-là et de voir comment ils pourront y contribuer. Et bien sûr que les avis des groupes pertinents sont toujours bien reçus avec beaucoup d'intérêt. Alors pour ma part, ce que j'ai dit dans une entrevue, je le redis, beaucoup d'espoir parce que je pense qu'il y a des besoins qui sont absolument incontournables et auxquels on doit apporter des réponses en termes de plan d'action, mais aussi en termes de moyens financiers. Et quand on parle de moyens financiers, je veux parler
du financement des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAC. Vous savez que les CALAC sont très présents dans nos communautés, ils sont présents dans toutes les régions du Québec. Ils ont bien sûr un mandat qui s'articule, une mission qui s'articule autour de 3 volets d'action: prévention, sensibilisation, aide directe et défense de droits. Ils sont présents dans les commissions parlementaires pour témoigner de leur engagement, mais en même temps, ce sont des gens dont l'apport est absolument indispensable. Et je me demande, ce que je voudrais savoir, c'est comment on est capable de les aider un peu plus. Le sous-financement d'un certain nombre de centres d'aide contre les agressions revient souvent dans l'actualité. Au cours des dernières années, on les a entendus. Ça a des conséquences graves, à mon avis, sur l'accessibilité des services pour les victimes, parce qu'ils sont présents auprès de notre jeunesse, bien sûr, dans les différents milieux, dans nos écoles secondaires. Ils ont mis en place des programmes. Quand on a discuté en commission parlementaire sur toute la question de l'éducation à la sexualité, ils ont été d'une contribution certaine pour tracer un peu les dimensions de ce que devrait avoir ce programme, de façon à préparer nos jeunes, mais particulièrement les filles, à leur vie d'adulte. Alors, est-ce que on peut compter sur la ministre pour regarder la question du sous-financement des CALAC et leur donner de plus en plus de moyens, améliorer les moyens pour faire en sorte qu'ils soient capables de répondre aux besoins des populations qu'ils doivent servir? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons les CALAC, évidemment, sont financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. En 2010-2011, le ministère a versé 10,8 millions de dollars à 42 organismes communautaires qui offrent des services aux victimes d'agressions sexuelles. Cette somme est récurrente annuellement. Alors, je n'ai pas les chiffres pour 2011-2012. Une chose dont nous avons l'assurance, c'est que les sommes sont récurrentes. Il faudrait que je m'informe auprès de mon collègue, le ministre de la Santé, pour connaître les chiffres pour 2011-2012. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous avons aussi développé un réseau d'hébergement important au Québec, 106 maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, qui sont répartis dans toutes les régions. Nous avons vu dans le dernier plan d'action une augmentation du nombre de ces maisons d'hébergement, et je pense que c'était très important aussi de s'assurer que les maisons d'hébergement soient convenablement et correctement financées. Les maisons d'hébergement ont un travail très important à faire auprès des femmes violentées, et je vous rapporte une anecdote qui m'a énormément le financement, d'ailleurs, est passé de 54 millions de dollars à 107 millions de dollars pour les organismes communautaires qui sont spécialisés dans les questions de violence conjugale et d'agression sexuelle. Et juste pour vous donner une idée par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que des fois, quand on regarde ce qu'on fait chez nous, on peut dire que c'est pas suffisant, qu'on en voudrait toujours plus, et je pense qu'il faut toujours viser à améliorer nos services. Mais à un moment donné, un jour, j'étais aux Nations Unies dans une rencontre sur la condition féminine, et lorsque j'ai fait état de ce que nous faisions de ce côté-là, du côté des maisons, des centres d'hébergement, il y a un porte-parole d'un des pays qui était représenté à cette rencontre-là, qui était absolument, qui n'en revenait pas parce que dans son pays, il n'y avait qu'une seule ressource, alors que nous avons 106 ressources. Donc, on peut dire, Monsieur le Président, qu'on travaille très fort, que mon collègue du ministère de la Santé et des Services sociaux veille au grain, et on peut compter sur nous, parce que c'est le passé garant de l'avenir. Dans le passé, nous avons augmenté les budgets, nous avons accompagné davantage, et nous allons continuer de le faire. Merci. Madame la députée. Oui, Madame la ministre, je reconnais ce que nous faisons. Puis je pense que c'est important de le reconnaître, mais en même temps, c'est important de reconnaître avec tout autant de réalisme les défis qui sont les nôtres pour les jours, les mois, les semaines, les années à venir. Et au chapitre de la violence à caractère sexuel, le travail est énorme. Et quand on constate que
si je me réfère à une lettre qui nous a été envoyée par le réseau des CALAC, on a appris qu'au moins 3 centres membres doivent suspendre leurs services de façon complète ou partielle pour l'été, faute de ressources. Et un autre centre a dû réduire le taux horaire des salariés et abolir un poste. Quand on sait que les CALAC ont un travail de proximité à faire avec les personnes, que les ressources sont un élément de stabilité qui instaure un climat de confiance, comment on peut être et que c'est souvent la ressource la plus immédiate auquel les gens peuvent se référer. Quel est leur rôle? Moi, je comprends très bien que leur financement peut relever du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais en même temps, il y a des responsabilités qui relèvent du ministère de votre ministère en termes de revendications pour faire en sorte qu'on soit en mesure d'assurer les services aux femmes qui en ont besoin, et elles sont en nombre de plus en plus important. Et je prends encore un autre exemple, la région de la Naudière, qui a rencontré la ministre responsable de sa région, Mme Courchaine, pour dire que elle n'avait pas eu de budget pendant la dernière année, sauf de bénéficier d'un financement pour la mesure 34 du plan d'action gouvernemental en agression. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui, dans leur milieu, sont démunis et doivent quand même donner des réponses aux femmes ou aux jeunes femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles? Tant mieux si on a des maisons d'émergement. Tant mieux si on a des centres où on est capable. Mais dans les endroits où on n'est pas capable de donner les réponses, comment on est en mesure de les appuyer et d'intervenir pour que ces personnes-là qui sont disponibles et engagées sur le terrain aient des réponses et des ressources à offrir aux femmes qui sont dans le besoin? Merci. Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, j'entends bien ce que la députée vient de nous signaler, elle vient de nous donner des exemples de CALAC qui connaissent certaines difficultés. On va évidemment prendre toutes les informations qu'elle a en ses mains pour aller aux sources et de voir exactement leur situation. Je veux aussi préciser, Monsieur le Président, qu'il y a d'autres ressources aussi qui viennent s'ajouter au CALAC. Il existe 7 autres ressources communautaires qui ne sont pas identifiées sous le vocable des CALAC et qui donnent des services de différentes clientèles victimes, des clientèles victimes, soit des enfants, également des hommes qui ont été abusés sexuellement dans l'enfance, des adolescents, des adolescentes, des jeunes adultes. Ces ressources sont CRIFAS, on parle ici d'hommes victimes, le Centre d'intervention d'abus sexuels pour la famille, enfants abusés et pères abuseurs. Une autre ressource qui s'appelle Parents unis, enfants abusés et pères abuseurs. CETAS, Parents unis des Laurentides. Centre d'aide pour victimes d'agressions sexuelles du Richelieu. Groupe d'entraide d'expression libre du Haut-Richelieu. On parle ici d'adolescents victimes. Service d'aide pour les adolescents victimes. RIMAS, regroupement des interventions en matière d'agression sexuelle. Donc, il y a aussi des ressources. Il y a les ressources aussi des services sociaux dans les centres hospitaliers aussi qui sont là également. Et je termine en disant, pour ce qui est du plan d'action en violence conjugale, le dernier avait prévu 65 millions, nous avons dépensé 90 millions et nous allons présenter notre prochain plan d'action. Nous avons aussi un plan d'action pour ce qui est des agressions sexuelles qui regroupe, je pense, une dizaine de ministères. Merci. Madame la députée. Oui, merci. Alors, pour votre information, le regroupement québécois des CALAC a envoyé une lettre ici à la commission, secrétariat de la commission de l'étude des crédits, là, pour souligner justement les problématiques dont je vous parlais. Et nous avons une copie. Elle a déjà été déposée? Oui, elle a été déposée déjà. Alors, les informations sont là pour les endroits où il y a des problèmes de ressources et de moyens financiers. Et je vais peut-être conclure ce bloc-là en vous disant que les CALAC soulèvent également la démarche de financement par projet. Bien sûr, ils ont une mission qui mérite d'être financée, mais ça se développe de plus en plus le financement par projet, si bien que après la période de temps passée, souvent on arrête un projet et là, les CALAC sont obligés de se débrouiller pour essayer d'assurer une certaine continuité parce qu'il y a un manque à gagner au niveau des services déjà donnés. Alors, je vais attirer votre attention sur cette forme de financement. Je pense que
que c'est important de mettre la majorité du financement sur la mission plutôt que sur des projets particuliers, sans les empêcher. Mais je pense que c'est la mission fondamentale de ces organismes-là qui mérite d'être stabilisés et continués plutôt que d'y aller de plus en plus par projet, ce qui fait que quand on arrête le projet, ça crée des insatisfactions et un manque à gagner au niveau des services déjà offerts à la population qu'ils doivent servir. Merci, Madame la députée.